Jeudi 15 février, 23h. Aujourd'hui, ça a été très compliqué sur l'hôpital Nasser, qui a été bombardé. Les équipes sont complètement bloquées à l'intérieur. C'est très très compliqué, comme vous avez dû le voir aux informations internationales. J'ai eu l'occasion de partir avec mon ami Zouer, gynécologue obstétricien à l'hôpital mère-enfant qui se trouve à Rafah. Nous avons pris une ambulance ce matin. Et donc je suis allé à Rafah où j'ai découvert une population vraiment différente d'ici. Ici on est quand même protégé à l'hôpital européen et autour. Il y a de la lumière, il y a quand même des tentes qui sont protégées. Bon, c'est un bidonville, hein, comme toutes les bidonvilles autour qu'il y a, il y en a vraiment absolument partout. Mais Rafah, c'est la même chose, avec quand même de la vie, quelques étals, avec quelques légumes, il y a quand même quelques productions vivrières autour. Il y a surtout des marchés où sont revendus les dons faits par l'UNRWA et l'aide alimentaire, où les gens donc, finalement revendent ce qu'ils ne consomment pas pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y en a un peu partout, c'est extrêmement cher. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'absence de sourire. J'ai eu aucun sourire. Ici, les gens sourient parce qu'ils sont à peu près protégés. Là-bas, non, j'ai pas vu. J'ai vu des regards tristes, j'ai vu les enfants extrêmement sales, beaucoup pieds nus. Compliqué. Donc nous avons eu la chance d'être accueillis donc, au bloc opératoire de la maternité. J'ai assisté à une intervention, j'ai pu discuter avec les équipes et là je suis tombé sur l'ancien chef de service de réanimation de l'hôpital Al-Shifa, très investi au niveau du ministère de la Santé, sur le développement de plein de programmes, dont la prévention de l'infection. Quelqu'un d'extrêmement cultivé, intelligent, rapide dans sa tête et au service des patients. Je l'ai vu travailler, mais j'étais extrêmement frappé par la bonne organisation de ce petit bloc, petit hôpital qui fonctionnait avec à peu près 10-15 césariennes par jour et a triplé, voire quadruplé donc son fonctionnement. Pareil pour la gynécologie, donc comme partout, quoi, un surpeuplement, une suractivité, des équipes absolument épuisées. Donc là, vraiment, j'ai vu les équipes fatiguées, quoi, les gens dont les yeux se fermaient, ils dorment pas des nuits, ils sont inquiets, ça bombarde. C'est très compliqué. Mais enfin, ils sont là, ils sont habillés, ils sont propres, des vêtements propres. Ils travaillent bien, franchement bien, malgré des conditions dantesques. Cet ami réanimateur, après avoir donc endormi la patiente, m'a parlé des conditions d'exercice et il m'a dit qu'à chaque fois qu'il travaillait, il avait quand même dans la tête l'énorme inquiétude de savoir ce qu'il allait faire de ses filles, parce que les filles sont là, hébergées pas loin, mais il n'a pas de tente à lui et comme probablement la population de Rafah va être amenée de nouveau à bouger pour que l'armée puisse faire n'importe quoi là-bas, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas de quoi acheter une tente. On s'est arrêté au bord de la route, les tentes ça coûte 800 €. Donc c'est juste 800 $, donc c'est juste pas possible, les gens sont pas payés. Cet homme-là donc est volontaire, c'est-à-dire que il a dû évacuer l'hôpital Al-Shifa avec tous les membres, sauf les quelques-uns qui sont restés, je crois qu'ils sont 3 aujourd'hui, dans des conditions complètement dantesques, sans rien du tout, sans rien. Il a perdu dans le bombardement de sa maison donc son épouse et un de ses enfants. Et il est là, et il s'engage, et il veut de la qualité, et il fait tout pour y arriver. Mais comme chacun d'entre eux, il est absolument perturbé dans son sommeil, perturbé dans sa projection de vie, perturbé dans sa survie au quotidien. Mais malgré ce, Abdullah, ils disent tous ça. C'est-à-dire, je rends grâce à Dieu d'être encore vivant, d'avoir mes 2 yeux, mes 2 mains, de pouvoir aider mes frères en étant médecin. Abdul est là parce que j'ai encore des enfants qui vivent et donc quelque chose absolument, un dépassement absolument extraordinaire de tous ces hommes et toutes ces femmes que je rencontre parce qu'ils sont tous très croyants. Même les collègues avec lesquels je suis, donc qui sont des médecins jordaniens et beaucoup sont américains,
Donc font la prière plusieurs fois par jour, se lèvent alors que les nuits sont courtes à 5 heures du matin, en même temps que le coq et les premiers bombardements, pour prier. Donc vraiment, c'est touchant. Bon, donc un temps important donc, au niveau de cet hôpital, au niveau du bloc. Puis après, donc, nous sommes allés dans le service de néonatologie, le seul qui persiste à Gaza. Alors, vous savez, une population jeune, une population avec des familles nombreuses, 3, 4, 5, 6 enfants, donc énormément de femmes qui accouchent, la plupart d'entre elles donc, de manière naturelle, mais quand même beaucoup de césariennes. Donc il y a césariennes dans des conditions comme ça, donc beaucoup d'infections. Et donc l'idée aussi, c'était de voir comment on pouvait réduire les infections. Donc on a mis en place un programme qui devrait fonctionner en impliquant les femmes, en essayant d'inventer des nouvelles techniques avec ce qu'on a sur place, et puis de s'en faire livrer des produits pour qu'on puisse travailler mieux. Et en néonatologie, c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Il y a 2, 3, 5 enfants par couveuse, par défaut de couveuse. Il y a des enfants malnutris, des enfants qui souffrent du froid. Vous comprenez que là, il fait froid. Là, moi, je suis en pull, un blouson. Il va faire 12 degrés ce soir. Il y a eu un gros orage tout à l'heure. Et les gens sont sous des tentes qui sont pas du tout isolées, sont pas du tout étanches. Et la femme qui accouche et qui a une césarienne sort 6 heures après sa césarienne dans ces conditions-là. Donc évidemment, il y a des problèmes majeurs. Donc une mortalité infantile terrible. On a vu beaucoup d'enfants qui étaient dans les couveuses en détresse respiratoire avec des systèmes de ventilation fabriqués avec des bouts de plastique pour leur permettre d'avoir une pression positive dans les poumons, quoi. Vraiment des choses juste irrecevables. Alors que c'est là l'avenir de la Palestine qui naît tous les jours, c'est petit. Donc on a fait beaucoup de vidéos, vous verrez des vidéos très belles, des vidéos plus dures. Demain, je pense que je pourrai les publier, parce qu'on a essayé de prendre toutes les sécurités pour ne pas être menacé pendant les transports. Voilà, un moment quand même puissant, fort, auprès d'une équipe fatiguée, exténuée et terrorisée. Donc quand on parle de terrorisme, il faudrait savoir de quoi on parle. Parce que quand on entend ces drones, qui sont des drones au-dessus de nos têtes, là, qui tournent en permanence et qui sont exprès bruyants, en permanence, quand on demande aux gens de partir, et puis de repartir, et de repartir, et de repartir, quand on leur dit « mais là-bas vous serez en sécurité » et qu'on les bombarde, et que le traumatisme est permanent, ils regardent tout le temps leur portable avec leurs souvenirs. Tout à l'heure, un homme qui est là, de 65 ans, me disait « mais c'est quand même terrible d'avoir ces souvenirs dans Google, et plus ailleurs, nulle part ailleurs, nous n'avons plus rien. » C'est comme ça, partout. En plus, les quelques-uns qui ont accès à la salle de télévision présente dans le bureau directeur regardent en continu Al Jazeera qui réactive en permanence le traumatisme. Et puis, malgré sans télévision, les bombardements sont là. Donc là, ça se calme généralement entre 23h et 5h probablement pour que les militaires israéliens se reposent. Mais à 5h, avec le chant du coq, c'est reparti, l'appel à la prière et les bombardements. Donc là, l'hôpital Nasser est à 3 km, 2-3 km, donc à l'ouest d'ici, et ça continue. Pas trop les bombardements maintenant, mais ça a beaucoup été le cas tout à l'heure, d'énormes bombardements avec les vitres d'un hôpital qui tremblent quand même. Donc c'est quand même pas loin et c'est extrêmement puissant, et on peut imaginer, et on le voit. Nous, malheureusement, aux urgences et au bloc, les désastres. Donc les nombreux témoignages que vous avez reçus des collègues médecins témoignent de ces atrocités. Je vous invite à écouter le témoignage du pédiatre, chirurgien pédiatre, qui est un témoignage très, très beau, très émouvant, qui raconte à la fois la catastrophe humaine et à la fois la beauté de l'homme qui résiste, qui croit et qui se bat. Et c'est ce qu'on vit ici, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois absolument terrible et catastrophique, et à la fois une humanité qui est des plus surprenantes, une solidarité, une fraternité, des gens qui se touchent, qui se sourient, qui font des blagues, qui sont hyper solidaires les uns avec les autres. Bravo, franchement bravo.
En sortant de l'hôpital mère-enfant à Rafah ce matin, il était 2 heures, on est allé à l'école de Nunra. Vous savez, cet organisme qui dépend de l'ONU, qui permet aux réfugiés de vivre depuis des années. Cet organisme dont j'ai parlé hier, lorsque mon ami Adèle, un interniste infectiologue comme moi, est revenu exténué. Donc lui, il était aussi à l'hôpital de Chifa, il avait des responsabilités importantes, il a dû tout quitter, il n'a plus de maison, porte les mêmes vêtements depuis maintenant 3 mois. Et sa famille là est hébergée avec 6 autres familles dans une classe. Pour se nourrir, ils ont droit tous les 2 mois à 25 kilos de farine par famille. Donc hier, il est allé à Rafah, ça lui a pris toute la journée, ça lui a coûté $6, ce qui est absolument énorme ici, quand on n'a pas de salaire et qu'on est volontaire. Et il est revenu en portant 75 kilos de farine absolument épuisé, effondré. Donc lui aussi a fait un très beau témoignage que je vous invite à écouter, qui s'appelle Interniste. Interniste et qui date de la Saint-Valentin. Et donc nous sommes entrés dans cette école qui est une école comme celle que vous voyez probablement sur les écrans, une cour qui doit faire 100 mètres sur 100 mètres et autour des immeubles de 4 étages en carré. Et des milliers de personnes, des centaines d'enfants partout. Et là, ils se sont tous rapprochés de moi, ces enfants, ils m'ont tous, comme à chaque fois, questionné, pris la main, souri. Là, ils ont souri. Puis on est sortis avec eux, ils nous ont suivis dans la rue. Et ça m'a évoqué ce qu'on a chanté tous les jours et qu'on a scandé au Parlement européen. Ça m'a évoqué ce chant enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et donc si vous écoutez, si vous voyez les vidéos que nous publierons demain, vous verrez ces enfants qui chantent en français, ce qui malheureusement risque de se passer et se passe en permanence ici. J'ai encore ces images d'enfants que j'ai reçues il y a 3 jours, morts en raison du blast de la bombe. Même famille, d'un coup, tous. Et la détresse associée. Et quand je vois ces enfants, mais magnifiques. J'ai croisé une petite Jana tout à l'heure, mais qui était un soleil, accompagnée par une dizaine d'enfants qui ont signé leur prénom en arabe et qui m'ont parlé d'eux. Et c'est juste hallucinant de voir qu'on puisse ôter la vie à tant de merveilles sans aucune raison. Et des personnes aussi innocentes et si porteuses de vie. Comment en arriver là? Et donc, après ce chant et ce Taya Palestine que nous avons chanté ensemble, nous sommes repartis rejoindre l'hôpital indonésien à pied en traversant Rafah, une partie de Rafah en toute sécurité. On se méfiait un petit peu quand même de ce qu'on avait au-dessus de nos têtes parce qu'on s'est un peu engagé avec Zouer. Et nous avons pu visiter l'hôpital indonésien au 4e étage ou au 3e étage, donc le service de rééducation et de réadaptation installé par MSF pour permettre de dégager des lits sur les hôpitaux ici, parce qu'on a eu une réunion hier soir avec les collègues d'ici qui vivent ici, les collègues de cet hôpital là, dans lequel on est, à l'hôpital européen, mais aussi tous les collègues réfugiés qui sont là et qui sont considérés comme volontaires. Et ils nous disaient que ça n'était pas possible de travailler dans ces conditions-là. Les services sont débordés, sont remplis de personnes qui sont des réfugiés, et donc 4, 5, 6 personnes dorment à côté de chaque lit. Et donc on ne peut pas travailler, il n'y a pas de les patients, lorsqu'ils vont mieux, ne peuvent pas sortir. Les gens ont peur d'aller dormir dans les tentes à l'extérieur. Et donc c'est vraiment extrêmement compliqué pour chacun. Et donc les médecins ici nous disaient, mais il nous faut absolument libérer nos services, qu'on puisse travailler et continuer à soigner les patients, on n'y arrive plus. Donc on est vraiment dans une difficulté majeure d'organisation liée à imaginer une densité humaine qui n'a jamais existé. Et, écoutez, l'avion de chasse qui passe, ça va partir sur Rafah. Voilà, et puis je vois des drones là, des drones de tout tour. C'est en permanence, la terreur en permanence. Qui sont les terroristes?
C'est odieux de faire ça. C'est odieux que Européens et Américains, au-delà des jolis mots, ne fassent rien. C'est atroce. C'est atroce.